Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Investir en Afrique pour gagner. L'entreprise africaine et la mondialisation. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga Akoa. Dernière parution. Edgar Gnansounou. En finir avec le franc d'économie française d'Afrique, 2012. Philippe Nkennndjeng, l'idée nationale dans le Cameroun francophone, 1920 à 1960, 2012. Pierre Esaïe Mbpille, Les droits de la femme et de l'enfant, entre universalisme et africanisme, 2012. Michel Bourgeois, Senghor et la décolonisation. Radio Dissoo, La révolte paysanne, 2011. Abderrahmane Mzali, La coopération franco-africaine en matière de défense, 2011. Ali Gilbert IFFONO, Naître, vivre et mourir en pays Kissi précolonial, 2011. Eli Batou la Mbonga, Espoir déçu en République démocratique du Congo, 2011. Paulin Kialo, Parcs nationaux et diplomatie environnementale au Gabon, 2011. Justine DIFFOTCHUNKAM, Droit des activités économiques et du commerce électronique, 2011. Kwadio AASSOUMAN, Le rôle des Nations Unies dans la résolution de la crise ivoirienne. Tome 1, Soutien aux initiatives françaises et africaines. Tome 2, Soutien à l'accord politique de Ouagadougou, 2011. Adrien Diakaiodi, La société Congo traditionnelle. Modèle pour l'Union africaine, 2011. Divine Edem Kobla AMENUMEY, Les accent aigu accent aigu aux temps précoloniaux. Une histoire politique des Anlan, des Guins et des Crépis, 2011. Joseph Itoa, Hautouer et justice traditionnelle chez les Mbosi, Congo-Brazzaville, 2011. Alpha Oumar Diallo, Pratique et recherche éducative en chimie en Guinée-Conakry, 2011. Elliot Anani City. Investir en Afrique pour gagner. L'entreprise africaine et la mondialisation. Préface de Ahmed El-Kadi. L'Harmattan. Du même auteur. Pour une autre Afrique, édition des écrivains, Paris 2004. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 55 846 5. EAN 9 782 296 558 465. À accent grave. Lida Vestmerizazam. Soyez féconds. Toute la création attend votre manifestation. Que Dieu vous bénisse. Liste des abréviations et sigles. AFRIPANET, Réseau des agences de promotion des investissements en Afrique. AGCS, Accord général sur le commerce de services AGOA African Growth and Opportunity Act. APED, Accord de partenariat économique et de développement. API, Agence de promotion des investissements. CAMI, Conference of African Ministers of Industry. CEA, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance. CIRDI, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. CPIA, Conférence pour le partenariat industriel et l'investissement en Afrique. IED, Investissement étranger direct. MDP, Mécanisme pour un développement propre. MIGA, Agence multilatérale de garantie des investissements. NSIA, Nouvelle Société internationale d'assurance. OHADA.
Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. OMC, Organisation mondiale du commerce. OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. ONUDI, Organisation des Nations unies pour le développement industriel. PNUD, Programme des Nations unies pour le développement. SADC, Southern African Development Community. SGP, Système généralisé de préférence. CIVOP, Société ivoirienne de parfumerie. STN, Société transnationale. UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. UMP, Union pour un mouvement populaire. WACEM, West African Cement. WAGPCO, West African Gas Pipeline Company. WIPA, World Investment Promotion Agencies. Préface. C'est en sa qualité de juriste qu'Elliott Anani-Siti entreprend avec brio, dans son livre Investir en Afrique pour gagner, l'entreprise africaine et la mondialisation, une longue marche en faveur de la valorisation de son continent, l'Afrique. Ce juriste distingué d'origine togolaise, qui a visité 5 continents à la recherche de modèles économiques, d'exemples applicables au contexte africain, suit du début à la fin une ligne directrice. Comment améliorer l'image de son continent et le débarrasser des préjugés qui l'entourent pour attirer les investissements? Il parle même de démystification de l'image négative de l'Afrique, pourtant porteuse de promesses et de potentialités immenses. Le livre d'Elliott Anani-Siti pose en filigrane la question de savoir si l'Afrique n'a pas manqué, à l'heure de la mondialisation, son rendez-vous avec l'histoire, faute d'avoir pu valoriser à temps son image aux yeux des investisseurs. L'auteur affirme avec certitude que le continent africain demeure celui de l'avenir et peut devenir la plaque tournante des investissements internationaux. L'Afrique détient en effet des atouts majeurs, d'immenses richesses naturelles, un degré de compétitivité qui dépasse ceux des pays d'Asie et d'Europe de l'Est, une marge de profit inégalée, des cadres formés dans les meilleures universités et surtout des opportunités sans limite. Tout est encore à faire en Afrique, semble affirmer avec force chaque ligne du livre. Avec la précision d'un expert et des preuves à l'appui, l'auteur pose les jalons d'une vaste campagne d'information afin de dévoiler le vrai visage de l'Afrique. Il est nécessaire cependant d'associer à cette démarche une série de réformes législatives et administratives destinées à garantir et à protéger les investissements. L'encouragement du secteur privé est également de mise, ainsi que l'amélioration des infrastructures. Il insiste d'autre part sur la nécessité de changer les mentalités et les comportements. Il se peut cependant que cette dernière étape soit précisément la plus difficile à atteindre, mais rien n'est impossible avec un effort de volonté, et l'Afrique, pour sa part, n'en manque pas. L'Afrique, terre d'accueil des investisseurs, n'est pas pour Elliott Anani-Siti uniquement un slogan mais bien une réalité. C'est aux Africains de faire la promotion de leur marché, de leur potentialité, d'inspirer confiance, de convaincre. Ce défi, devenu l'enjeu principal du siècle naissant, dont les pas sont comptés en termes de gains, de profit et de productivité, peut être gagné. Je partage entièrement les espérances et l'optimisme de l'auteur, fervent partisan du secteur privé et des structures financières internationales qui le soutiennent. Ce livre, qui semble être la suite logique de l'ouvrage précédent intitulé Pour une autre Afrique, est admirablement écrit et bien documenté. Enfin, ce condensé est un appel pour la survie d'un continent qui a les moyens de réussir et de prospérer. Il est certain qu'il servira de point de repère et de guide à tout chercheur désireux de connaître les mécanismes financiers et commerciaux de l'Afrique, et de mieux cibler les secteurs des marchés concernés. Ahmed El-Kadi, expert des politiques de l'investissement international. CNUSED. Introduction. La rentabilité des investissements est plus élevée en Afrique que dans toute autre région du monde. Donc, avec le plus fort taux de rentabilité des investissements, l'Afrique est aussi le continent le plus compétitif de l'espace d'échange généralisé qu'est le monde. Ainsi, l'entreprise africaine, celle qui est installée en Afrique et qui, depuis l'Afrique, participe aux échanges commerciaux internationaux, est une entreprise compétitive. Non seulement elle peut supporter la concurrence caractéristique de la mondialisation,
Mais en plus, parce que jouissant des meilleures conditions de compétitivité, elle réussit. Les investisseurs qui l'ont compris se sont installés en Afrique, soit par la création de leurs affaires, soit par la délocalisation de tout ou partie de leurs activités. Parmi eux, il y en a qui sont heureux sur le continent parce qu'ils y font prospérer leurs affaires. Ils profitent d'un environnement favorable et compétitif constitué d'un coût de vie faible, de loyers et de salaires très peu élevés, de toutes sortes de mesures incitant à investir, d'un univers régulatoire soft et non sévère parce qu'en élaboration, Junaciendo. Telle est l'Afrique dans la mondialisation de l'économie, qui n'est rien d'autre que le résultat de la mondialisation des entreprises. L'entreprise est envisagée comme un circuit de contrats entre différentes personnes contrôlant les ressources économiques qui sont mises en œuvre. Ces ressources peuvent être des droits de propriété sur des matières premières, des matériaux, des immeubles, des brevets, etc. Il peut s'agir aussi de capitaux ou d'une force de travail. Il faut un contrat permettant de disposer de locaux, bail commercial par exemple, pour installer les salariés embauchés, au terme de contrats de travail, pour faire fonctionner les machines louées, contrats de location, crédit bail, etc., ou acheter, contrats de vente, grâce aux emprunts, contrats de prêt contractés pour fabriquer des produits vendus par des distributeurs, au titre de contrats de distribution, etc. Ces contrats forment un circuit où se produit une double circulation des prestations. Ainsi, à des obligations de faire quelque chose, fournir du travail, mettre à disposition des bureaux, des machines, etc., correspondent des flux financiers, versement de salaires, de loyers, etc. 1. Sur l'ensemble de ces flux financiers, l'Afrique est très compétitive. Mais l'efficacité de l'entreprise dépend aussi de l'univers régulatoire dans lequel elle fonctionne. Face à des normes qui leur sont défavorables, les entreprises peuvent délocaliser certaines activités, lorsque celles-ci sont mises en danger parce qu'elles deviennent interdites ou voient leur rentabilité réduite par de nouvelles normes. Une loi nouvelle peut venir bouleverser totalement la rentabilité de certaines activités. Qu'il soit décidé au sein des institutions politiques que la protection de l'environnement réclame une loi nouvelle qui ait pour effet, par exemple, d'accroître le coût de l'utilisation d'un certain mode de production industrielle, et certaines entreprises seront conduites à abandonner ce mode de production, devenu moins rentable ou poussé à la faillite. Ou encore, une hausse du coût du travail peut rendre non rentables certaines activités de main-d'œuvre si des concurrents implantés dans des environnements économiques où le coût du travail est moins cher continuent de proposer les mêmes produits au même prix dans les mêmes conditions. Dans tous ces cas, il va de soi que l'entreprise va décider de délocaliser sa production et servir le marché existant à partir d'un univers régulatoire plus souple. L'entreprise va ainsi éluder un droit du travail très développé, un droit de la consommation résolument protecteur du consommateur, un droit de la concurrence protégeant l'existence même des mécanismes du marché. Elle préférera un univers régulatoire moins contraignant. L'Afrique est une de ces destinations. Elle est un de ces univers régulatoires moins contraignants, non sévères, beaucoup plus soft que hard, simplement parce que le droit n'y est pas sophistiqué, mais qu'il y est plutôt en élaboration. Plusieurs aspects relatifs à l'industrie, au commerce, à l'environnement, aux conditions de travail, etc., ne sont que partiellement pris en compte par le droit. De nombreux efforts ont été faits au plan interne national, au plan sous-régional, et même grâce à la mondialisation. Malgré cela, l'Afrique demeure un continent au droit naissant, un univers régulatoire où les normes sont en élaboration. À bien considérer les choses, il s'agit là d'un avantage comparatif reconnu par les entreprises installées en Afrique. Si, malgré tous les avantages qu'elle présente, et bien qu'elle soit le continent où la rentabilité des investissements est la plus élevée, l'Afrique n'a attiré qu'une part insignifiante de l'investissement direct étranger c'est que les Africains n'ont pas su valoriser l'Afrique. Ils n'ont pas su mettre en exergue la réalité concrète et palpable de ses atouts. Ils n'ont pas su mettre en relief ses avantages et les nombreuses opportunités dont elle regorge, ses talents, ses forces. N'ont pas su communiquer et convaincre les investisseurs que la rentabilité des investissements est constamment plus élevée en Afrique que dans toute autre région du monde. Elle équivaut à 4 fois celle des pays développés, au double de celle des pays d'Asie, à 2 tiers de plus que les pays d'Amérique latine et 2 fois et demi de plus que la moyenne mondiale. 3. Ils n'ont pas su la parer de ses plus beaux atours.
Ainsi, le vide laissé par l'absence d'une communication et d'une image positive qui la soutiennent est rempli par un plein d'images négatives sur l'Afrique véhiculées dans le monde entier. C'est pourquoi elle paraît submergée par un flot de problèmes et de maux de toutes sortes qui la minent de toutes parts. Maladies dont le paludisme et le sida, guerre civile avec déplacement massif de population, crise sociopolitique, mauvaise gouvernance, corruption, délabrement des économies, violence électorale, famine, pauvreté, etc. Mais les problèmes et les maux sont partout, et aucun continent n'est épargné. L'attentat terroriste du 11 septembre 2001 et l'écroulement des 2 tours jumelles du World Trade Center, symbole de la prospérité américaine, avec ses milliers de morts et de disparus, resteront à jamais pyrogravés dans les mémoires. Le 11 mars 2004, un autre attentat terroriste secouait l'Espagne en même temps qu'il l'endeuillait, la cible, le transport en commun, le train. Des centaines de victimes et de disparus. Les attentats terroristes de 2005 en Angleterre ont sérieusement ébranlé la quiétude de plus d'un. Ces derniers temps, il ne se passe aucun jour en Europe occidentale et aux États-Unis sans alerte à la bombe. Les métros, les aéroports, les gares sont pris d'assaut pour des fouilles et des contrôles. Les populations vivent la peur au ventre. La psychose créée par les actes terroristes est préoccupante. L'insécurité grandissante risque de devenir un fait banal du quotidien, si rien n'est fait pour l'arrêter. La paix n'est pas que l'absence de guerre. En Asie, la pneumonie atypique a fait beaucoup de ravages en même temps qu'elle l'a momentanément isolée par la frayeur qu'elle a créée. Le port du masque n'a pas pu empêcher la propagation de l'épidémie. Quant à la grippe aviaire, elle a ruiné plus d'un opérateur économique. L'affaire du lait contaminé a secoué la Chine. La guerre en Irak, avec ses plus de 4400 soldats américains tués et ses conséquences désastreuses, le sempiternel conflit entre Israël et la Palestine et ses dernières évolutions compliquées préoccupent la communauté internationale, et même les rencontres périodiques entre les autorités arabes et israéliennes sont diversement interprétées comme marquant des trêves que viendront remettre en cause des attentats suicides. L'élection de Barack Obama, le symbole de l'audace de l'espoir 4, est perçue comme un signe de grand optimisme quant aux défis américains et mondiaux à relever. En tout état de cause, l'Afrique n'est pas le réservoir de tous les maux du monde comme on se plaît à la présenter. La preuve, c'est que des problèmes, il y en a partout. Il incombe à l'Afrique de lutter contre la mauvaise image par laquelle on la caractérise et de refuser les clichés par lesquels on la désigne. Elle doit arriver à se débattre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.